il aurait pu s'éviter des heures d'avion et rester à sa fenêtre, regarder le monde changer, lire sans écrire, voir sans filmer, écouter sans prendre la parole. Il aurait pu s'asseoir au bord du fleuve et observer les remous passer les pieds au sec. Mais il a vécu mouillé, trempé, parfois. C'est Pascal Manoukian, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour nous parler du diable au creux de la main, votre livre paru chez Don Quichotte. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes grand reporter et vous avez sillonné presque le monde. Vous avez été dans les conflits les plus durs. Et ce livre parle justement de ces conflits et votre expérience dans ces différents conflits qu'on regarde, qu'on observe sur nos télés depuis 30 ou 40 ans. Vous avez été au cœur de l'actualité. Première question, qu'est-ce qui vous a animé, poussé à ne pas rester dans un bureau et à aller sur les fronts ? Oh, c'est classique. Je pense que c'est un premier prof d'histoire en CM2 qui me racontait la Seconde Guerre mondiale comme un reportage. Donc, ça m'a tout de suite donné envie. Ensuite, j'ai grandi dans une cité des années 60 qui avait été construite pour l'arrivée des Pieds Noirs. Donc, j'ai vu arriver des gens de mon âge à 10 ans qui avaient vécu la guerre, l'exode et qui m'en parlaient. Et ça m'a aussi donné envie et ça m'a aussi interrogé. Et puis c'est aussi l'objet du livre. J'ai vécu avec ma grand-mère arménienne qui m'a beaucoup parlé de déportation, d'injustice, qui m'a aussi beaucoup parlé de bourreaux qui s'en sortaient beaucoup mieux que les victimes. Et aussi, j'ai assez vite compris que le manque de preuves faisait que 100 ans après, on se posait toujours la question de la véracité du génocide, en tous les cas certains. Et voilà, je pense que c'est cet ensemble de choses qui a fait que j'ai voulu aller voir qui étaient les victimes d'aujourd'hui, pourquoi elles continuent à partir en convoi et qui étaient leurs bourreaux. Alors, vous parlez du génocide tout au long du livre, ou presque. Quand vous êtes au Liban, vous parlez du passage de votre grand-mère dans ce pays, venant de la Syrie avant de débarquer en France. Quand vous êtes à Sarajevo, quand vous êtes en Afghanistan, quand vous êtes même dans différents endroits du monde, il y a quelqu'un qui vous pose une question sur les Arméniens, même une vodka qu'un prêtre va offrir, c'était... En Pologne. En Pologne, voilà, avec l'histoire de Solidarność, que justement, c'était une vodka arménienne. Tout au long du livre, vous êtes aussi dans l'arménité et d'une manière très forte. C'est-à-dire qu'au tout départ, le projet était d'écrire pour moi un livre sur l'absurdité de la guerre, puisque finalement, dans tous les conflits que j'ai couverts, c'est avant tout l'absurdité que j'ai observée, puisque finalement personne ne veut jamais faire la guerre, personne ne veut exploser sa famille, personne ne veut finir dans un camp de réfugiés, et pourtant il y a des guerres chaque année. Donc je voulais essayer à travers 15 histoires de conflits que j'avais vécus, raconter ce que j'avais pu tirer de tout ça. Et puis finalement, un peu malgré moi, j'ai répondu à une question qu'on m'a souvent posée et que vous m'avez posée en début. Pourquoi avez-vous fait ce métier ? Et je me suis aperçu en écrivant le livre, et c'est presque malgré moi que ces lignes sont venues, que finalement j'avais effectivement constamment été face à ma propre histoire, quoi. Alors justement, cette histoire propre a commencé quelque part avec évidemment votre grand-mère qui vous a raconté, pas au début, mais au final, on finit par se lâcher et raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut dire il y a 100 ans. Mais c'est avec Krikor, un ami cordonnier, voilà, avec qui vous alliez dans des cimetières à Père-Lachaise. Vous allez être plus tard dans un autre cimetière à Beyrouth, mais là c'est devant la tombe d'Antranik. Et vous vous dites, enfin, on n'est pas que des victimes, il y a des gens, on a eu des héros, des fédaïs qui se sont levés contre les Turcs. Voilà, c'est-à-dire que en fin de compte, Krikor, c'est le seul personnage dans ce livre. C'est le premier chapitre qui est un personnage, on va dire, mixé entre un ami de mon grand-père qui était cordonnier et mon grand-père qui a été aussi important pour moi parce que c'est lui qui m'a transmis avec ma grand-mère tout ce que je sais aujourd'hui de l'Arménie. Oui, on est allé plusieurs fois au Père-Lachaise sur la tombe d'Antranik et on essayait de s'imaginer si finalement Antranik était le héros unique d'un peuple qui s'était laissé déporter ou s'il avait résisté comme un seul homme, quoi. C'est-à-dire que très souvent, mais c'est pas
c'est pas uniquement sur le problème arménien, mais très souvent dans les conflits, quand vous croisez les victimes, vous avez un sentiment est-ce qu'en partie elles ne sont pas responsables de leur sort? Et ça a été pour moi la question de toute ma vie, quoi. Alors, donc j'ai essayé de courir après cette réponse. Vous avez été, parce que le métier l'imposait, quelque part un exilé permanent, parce que vous viviez dans des conditions abominables, dans la difficulté en Afghanistan, où vous faisiez des marches incroyables, souffrir avec... Enfin, j'ai adoré, moi, donc c'était pas abominable pour moi. C'est ce que oui, pour vous, mais c'est tellement difficile. C'est ce que j'aimais. C'est presque incroyable de se plonger dans cette souffrance, parce que il y a de la souffrance dans ce que vous avez, dans les camps, quand vous passez de la frontière, il y a des risques, vous avez frôlé la mort, vous allez nous en parler. Alors, ce qui est très intéressant pour parler un peu encore quelques minutes de votre attachement à votre histoire, à l'histoire des Arméniens, vous considérez que le monde est un peu un grand appartement meublé, enfin on est des exilés permanents en tant qu'Arméniens. Bah bien sûr, puisque longtemps, en tous les cas pendant les premiers chapitres de ce livre, il n'y avait pas encore de République d'Arménie, donc on vivait en diaspora. Et effectivement, j'avais dans un premier livre expliqué que en faisant de nous des orphelins du même sabre, les Turcs avaient fait de nous des orphelins du même sang, donc on se sentait tous finalement une grande famille. Et moi, par exemple, il m'est arrivé très très souvent, je le dis dans le livre, quand j'arrivais dans un pays où je connaissais personne, je prenais la liste du bottin, je cherchais un nom arménien, je l'appelais, je disais voilà, je m'appelle Manoukian, je suis à Mexico, j'aimerais vous rencontrer. Et il me posait même pas la question, il me demandait pas mes papiers, je pouvais pas l'inventer. Si je m'appelais Manoukian, c'est que j'étais bienvenu. Et puis ensuite, c'était un repas, parfois il me prêtait une voiture, parfois rien du tout, parfois. Mais donc voilà, on a ce côté, on vit dans un, oui, c'est ça, il y a toujours eu ce côté que le monde nous appartenait puisque on nous en avait exclus. Donc alors vous avez à peine 22-23 ans, vous êtes chaud pour partir sur les fronts. Alors le Guatemala, pourquoi ce choix? Et d'ailleurs vous vous inventez avec une carte de journaliste, je crois fausse, une fausse carte. C'est une fausse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, j'étais parti, on va dire, descendre l'Amérique du Sud. Je m'étais donné un an et demi. Je travaillais à droite à gauche et puis à un moment donné, l'Amérique centrale était en guerre et au Guatemala, je me suis dit que c'était le moment pour moi d'essayer de tenter de faire un premier reportage. Et donc, comme j'étais pas journaliste, je me suis inventé une fausse carte de presse et je suis parti. C'était voilà, je voulais essayer de partir du côté des victimes. Alors justement, vous nous faites pénétrer dans ce monde, pour nous, vivant à Paris aujourd'hui, assez incroyable. Ces jeunes qui deviennent soldats, parfois malgré eux. La guerre, c'est ça, hein, c'est une guerre de recrues, c'est-à-dire qu'on prend la jeunesse qu'on a, on la mobilise. Hein, et puis même chose plus tard avec les Khmers rouges. Bien sûr. Et puis on l'envoie sur un front. Là, il se trouve le front, c'était dans la montagne et dans la forêt tropicale, contre des guérillas qui étaient à l'époque des guérillas marxistes et qui se battaient contre en général des dictatures soutenues par les Américains. C'était la grande période des généraux d'extrême droite. En Amérique centrale. Alors là, vous ne parlez pas carrément de la guerre, mais vous décrivez ce grand bordel qu'on crée dans une forêt pour donner satisfaction à ces soldats qui ont envie de faire l'amour ou de coucher. Ou je sais pas comment parce que ça. je pensais partir sur un premier grand reportage et en fin de compte, on m'offre la possibilité de partir 2 jours et quand je monte dans l'avion, je m'aperçois que je pars avec le bordel ambulant, comme il en existe, je pense encore dans toutes les armées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le soldat, vous pouvez l'envoyer sur le front, vous pouvez lui faire marcher en forêt, il peut avoir peur de la guérilla ou de l'ennemi qu'il a en face, et à un moment donné, il faut le sexe fait partie du réconfort du soldat. Donc on envoie des bordels ambulants dans la montagne. Ouais. Alors dans ce livre, vous heurtez un peu la sensibilité des âmes un peu tendres, parce que vous avez un langage cru quand vous parlez et quand vous décrivez ce qui se passe dans ce bordel, c'est-à-dire comment des soldats l'un après l'autre va coucher avec ces femmes que vous avez accompagnées dans l'avion et dont une qui vous a d'ailleurs pas mal plu, va mourir d'une mort atroce.
C'est-à-dire que c'est des bordels militaires, donc c'est pas, on va dire que c'est pas la douceur même, donc oui, C'est sous des tentes. Les choses sont crues, c'est sous des tentes, il y a des jetons, il y a des sabliers pour compter le temps passé, et les soldats font la queue devant des tentes. Il y a 15 prostituées pour 800 soldats. Alors c'est pas que cette jeune fille m'a plu, c'est que par moment on arrive dans des endroits et tout d'un coup il y a des visages que vous pourriez imaginer ailleurs. Et cette pauvre prostituée, elle aurait pu être sur le banc d'une fac française, elle aurait pu être sur un podium de mode, elle était assez mignonne et elle n'avait rien du portrait de l'indienne qu'on rencontre au Guatemala. Et souvent ça m'est arrivé, je me dis mais pourquoi cette fille ou pourquoi ce type qui pourrait être ailleurs, tout à fait, et là, et il se trouve que j'ai croisé son regard et qu'elle a été tuée pendant cette journée-là. Alors, deuxième voyage, c'est l'Afghanistan. On est encore, on se le rappelle plus aujourd'hui, c'est les Russes qui veulent envahir l'Afghanistan. C'est la guerre entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis qui soutiennent les rebelles afghans. Après, on verra que l'histoire va changer. Et finalement, vous décidez de partir avec un copain et voir ce qui se passe là. Et vous tombez presque amoureux, et encore plus votre ami de ce pays. Et jusqu'aujourd'hui, vous dites, j'ai mes amis, mon coin en Afghanistan. Alors là, je vous le disais tout à l'heure, vous avez participé presque à la guerre sans prendre les armes. Oui, c'est-à-dire que après le Guatemala, je cherche à commencer professionnellement dans un conflit. Il se trouve que on regarde avec un ami qu'est-ce qui peut exister comme conflit assez éloigné où il y a très peu de concurrence. Et à l'époque, les Russes n'ont pas encore envahi l'Afghanistan. Donc on débarque en Afghanistan 2 mois avant les Soviétiques. Et quand les Soviétiques débarquent en Afghanistan, nous sommes les 2 seuls journalistes présents. Donc tout d'un coup, notre carrière démarre. Mais voilà, ça reste un pays auquel je suis très attaché parce que ça a été une aventure, ça a été une épopée. C'est un pays où très peu de gens avaient été, en fin de compte, avant la guerre. C'est un pays c'est un pays de seigneurs. Alors bien sûr, on a aujourd'hui une autre image de l'Afghanistan. Mais moi, quand j'ai débarqué en Afghanistan, je dormais dans les mosquées, aucun Afghan me demandait de me convertir, ils connaissaient ma religion, on pouvait parler de tout. Ça, c'était avant. Au point qu'un mollah vous explique une histoire sur la Vierge, que vous aviez presque honte de dire que j'en savais pas autant. Oui, c'est-à-dire que pour les Afghans, ce qui était important, c'était de croire. Voilà, donc à partir du moment où vous leur expliquez que vous êtes chrétien, il voulait juste s'assurer que je ne mentais pas. Donc comme il en connaissait plus sur la Vierge Marie que moi, malheureusement parce que j'avais oublié quelques leçons de catéchisme, j'ai eu le droit à un interrogatoire chrétien. Mais oui, c'est un pays qui m'a marqué, c'est un pays que j'aime beaucoup et voilà, je suis désolé de ce qui lui arrive. Alors, tout au long du livre, vous avez ces phrases très subtiles, parfois trempé dans l'humour, quand vous dites par exemple l'hiver va bientôt s'installer, et l'on dit que là-bas il est aussi cassant et froid qu'une femme vexée. Vous avez au début du livre beaucoup d'allusions aux femmes, au sexe, donc c'est le jeune qui parle, 23, 24 ans, vous voyez le monde aussi avec ce regard, non pas seulement le vôtre, mais aussi de ceux à qui vous rendez visite, c'est-à-dire que vous voyez sur place, et leur regard vis-à-vis des femmes, et vous dites que déjà en Afghanistan à l'époque, et ça on peut l'imaginer bien, les hommes et les femmes étaient séparés, mais vous voyez quand même des femmes. Oui, et puis c'est surtout que, bon, aujourd'hui j'ai 60 ans, 59 ans, mais à l'époque j'en avais 23, donc quand par exemple la première fois que je suis parti en Afghanistan, je suis parti avec un jeune commandant qui a décidé de m'emmener parce qu'il avec une caravane d'armes qu'il emmenait à l'intérieur de son pays pour défendre sa province, il avait 23 ans. Il était comme moi, donc bien évidemment il rencontrait le journaliste et je rencontrais le combattant. Mais quand on marchait jusqu'à 1000 km, 1500 km, on passait des cols à 4000. Et que votre âne n'est plus là pour porter les 15 kilos que vous êtes obligé de porter vous-même. On ne parlait pas que de la guerre. À un moment donné, on parlait aussi de la vie. Et d'où tu viens, et est-ce que tu es marié, et comment ça se passe chez toi, et comment tu peux rencontrer une fille. Ah oui, si c'est très compliqué en Afghanistan, mais si c'est très compliqué, comment vous faites pour rester vierge jusqu'à 30 ans? Ah bah c'est compliqué. Voilà, enfin...
On avait aussi des discussions de Et vous nos avez, âges. vous partagez donc cette, moi entre guillemets, j'allais dire la souffrance, mais c'était leur quotidien, c'est les marches longues dans la neige. Vous êtes, vous dormez à plat le sol, vous dormez l'un sur l'autre pour vous chauffer. Donc c'est pour ça que je disais, c'est quand même assez incroyable de pouvoir et de vouloir vivre tout ça. Mais parce que c'est vrai que c'est toujours très compliqué d'en reparler quand on est rentré. Mais sur le moment, c'est pareil. Sur le moment, quand vous mangez n'importe quoi, vous avez faim, donc vous mangez n'importe quoi. Quand on en parle ici, arrivé au restaurant ou dans cette radio, ça paraît. Mais sur le moment, c'est des moments formidables. Voilà, c'est de vraies aventures. C'est vrai aussi qu'il y a dans ce métier, on peut vivre 1000 vies. On peut vivre 1000 vies sans les vivre tout à fait. C'est-à-dire que quand moi, au bout de 3-4 mois, j'en ai marre de manger des graines et de dormir dans la neige, je sais que je peux rentrer. Et puis que je peux repartir ailleurs. Surtout que vous dites, leur combat est perdu d'avance. C'est ce que vous pensez sur le coup. Moi, sincèrement, au tout début de l'invasion afghane, j'ai essayé d'expliquer aux Afghans ce que c'était que l'Union soviétique, un pays qui n'avait pas d'opinion publique, qui avait une armée qui était... Voilà, et je dois dire que les Afghans, depuis le début, m'ont dit, Pascal, tu penses ce que tu veux, mais nous, on libérera notre pays et les Soviétiques partiront. Et au début de la guerre, sincèrement, il y avait qu'eux qui croyaient. Hein. Oui, et puis vous dites pour eux, il n'y a pas d'arbre qui n'ait un jour senti la force du vent. C'est ça. Je pense ils n'ont aucune notion du compromis. C'est ça qui est assez étonnant chez eux. Alors, c'est vrai que dans ce pays, le hashish, c'est quelque chose de banal. En Afghanistan. En Afghanistan. En Afghanistan, vous traversez les champs de pavots. Le hashish, c'est un peu comme le verre de vin rouge qu'on peut boire ici dans les cafés. Mais moi, j'ai croisé beaucoup de commandants qui l'avaient interdit pendant la guerre. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont interdit à leurs combattants de fumer. Par contre, je pense qu'ils ont beaucoup incité les soldats soviétiques à fumer. Ouais. Alors justement, les soldats soviétiques, vous voyez un jour cet hélicoptère qui descend très bas, et puis je ne sais pas si vous assistez à la scène, mais en tout cas, vous voyez tout de suite après le soldat, vous le voyez plus parce que il était en 1000 morceaux. Justement, un des Afghans arrive, et c'est un jeune qui arrive à abattre cet hélicoptère. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans votre tête. Vous vous dites, ce jeune soldat soviétique, quelle est sa faute d'avoir été là ce jour-là? C'est surtout que, si vous voulez, quand je suis en Afghanistan, je me sens plus proche des Afghans que des Soviétiques sur le fond. Je suis plutôt avec des gens dont on a occupé et envahi le pays et dont on bombarde les villages. Et je le sais puisque je suis sous les bombardements. Donc les Soviétiques peuvent raconter ce qu'ils veulent. Oui, je vois des groupes se faire exploser par des roquettes, donc je me sens plus proche des Afghans que des Soviétiques, que je peux même pas approcher d'ailleurs, puisque personne n'allait du côté soviétique. Et puis un jour, il y a cet hélicoptère qui est abattu, personne ne fait de prisonnier à l'époque, et j'essaye d'expliquer aux Afghans que vaut mieux un prisonnier qu'un soldat mort, parce qu'au moins un prisonnier... Vous donne des informations. Il peut expliquer ce qu'on lui a expliqué de cette guerre, et peut-être que la propagande qu'on lui a servie, il n'y croit plus. Enfin, peu importe, je ne retrouve qu'un doigt. L'hélicoptère a été abattu, il n'y a pas le corps, il y a un doigt et un passeport. Et quand je regarde ce passeport, si je me sens plus proche des Afghans que des Soviétiques dans le combat que je couvre, je me sens plus proche de cette photo d'un type qui a mon âge, qui est sans doute plus proche de mon côté arménien que voilà. Donc tout d'un coup, je m'aperçois que oui. Et vous pensez que derrière ce soldat, il y a une famille, il y a peut-être une femme, certainement une mère, et je ne sais pas ce qu'on va lui raconter. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on va lui raconter, et je sais que moi-même, qui cours beaucoup de dangers dans ce conflit, je me demande ce que ma mère aimerait entendre si moi je disparaissais dans un conflit. Et vous envoyez une lettre à cette mère. J'ai fait une lettre puisqu'il y avait l'adresse sur le passeport. Voilà. Et vous inventez une histoire. Et j'ai inventé ce que je pense que ma mère aurait aimé entendre si j'étais mort.
sauvagement assassiné en Afghanistan. Vous dites que j'ai trouvé le corps tout propre. Je lui raconte que j'ai enterré dans un endroit très agréable, sous un arbre, avec. Voilà, j'essaye de faire un mensonge qui apaise. Alors, l'Afghanistan. Je ne sais pas si la maman a reçu la lettre d'ailleurs, parce que je n'ai jamais. Vous n'avez pas eu de réponse. Alors, vous partez après l'Afghanistan, c'est le Liban. On est dans les années 70. Vous partez dans les débuts des années 80, 81. C'est ça. La guerre a éclaté il y a déjà pas mal d'années, 6 ans, alors que tout le monde pensait qu'en 3-4 mois ça allait se terminer. C'est juste une histoire entre chrétiens et palestiniens, avec le bus les chrétiens qui ont assassiné quand même, il faut le dire, des Palestiniens qui se trouvaient dans ce bus-là. Mais ça se prolonge, et puis 6 années, c'est déjà très long. Alors vous décidez, alors je ne sais pas si c'est là que vous dites que personne ne voulait aller au Liban. C'est-à-dire que quand je rentre en Afghanistan, mes photos ont fait le tour du monde et ils ont été diffusées dans une agence assez connue. Et donc je passe chercher un chèque, puisque je me dis que je dois peut-être avoir de l'argent. Et puis quand j'arrive dans l'agence, il y a tout un débat parce que le correspondant de l'agence qui était sur place a un peu pété les plombs parce qu'il était depuis 2 mois sous les bombardements. Et celui qui était parti le remplacer prend un taxi collectif en sortant de l'aéroport et son taxi se fait arrêter et les 2 personnes qui sont avec lui sont assassinées. Donc il rentre en se disant je le sens pas. Et à l'agence, personne ne veut aller à Beyrouth. Bon, je vois ça comme une chance pour moi. Donc je dis au patron de l'agence, si vous cherchez quelqu'un pour Beyrouth, je suis là. Mais franchement, la chance, vous l'aviez la première fois en Afghanistan, parce que personne ne s'intéressait à l'Afghanistan. Non, mais bon, il se trouve que vous vous êtes trouvé là 2 mois avant le conflit. Il faut continuer à progresser. Donc je me dis, tiens, c'est ma chance d'aller au Liban, parce que à l'époque, il y a Time et Newsweek qui sont prêts. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les assignments, c'est-à-dire des journaux qui sont prêts à payer pour que vous soyez sur place leurs correspondants. Et donc, je dis que je suis prêt et il faut que j'y sois 2 jours après. Et je regrette tout de suite parce que sincèrement, je ne connais rien à la situation libanaise et surtout, je ne connais rien à la guerre en ville. Ce qui est très différent de la guerre, on va dire, dans les montagnes. Alors justement, vous arrivez et vous remarquez à juste titre que seuls les morts, les chats et les journalistes peuvent traverser la ligne de démarcation. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes parmi les chrétiens? Alors à l'époque, c'est le quartier chrétien à l'époque qui se fait bombarder par les Palestiniens et par les Syriens. Bon, à l'époque, c'est voilà, quand j'arrive, le but c'est de rejoindre le quartier chrétien. Ce sont les Palestiniens qui ont quitté la Palestine dans les années 60, 70. Donc il y a Beyrouth Est et Beyrouth Ouest. Pendant tout le long de la guerre, ça va changer. Quand j'arrive en 81, c'est Beyrouth Est qui est bombardé constamment par les Syriens et par les Palestiniens. Et donc, ce qu'on appelle les quartiers chrétiens. C'est ça, les quartiers chrétiens, Ashrafieh, Sodeko, tous ces quartiers-là. Et donc, voilà, à un moment donné, vous arrivez par bateau à Jounieh, et donc vous arrivez par l'ouest, et puis il faut passer à l'est, quoi. Et pour passer à l'est, il y avait 3 points de passage à l'époque qui étaient plus ou moins ouverts, le musée qui était fermé, et puis il y a un endroit qui s'appelait la galerie Seman. Voilà, c'était une espèce d'immense avenue avec des snipers à droite et à gauche, et des taxis, souvent arméniens d'ailleurs, qui en fonction du temps, vous demandez 200, 300, 500, 600 $ pour vous amener de l'autre côté, et c'était au petit bonheur la chance, voilà. Et donc voilà, c'était. Alors, vous mangez les oreilles de Syriens. Oui, c'est parce que j'arrive donc chez les chrétiens et je tombe sur un jeune commandant à qui j'explique que je voudrais les suivre dans leur vie quotidienne, quoi. Et il se demande pourquoi, si j'ai pas d'autre chose à faire dans ma vie. Il se moque de vous, quoi. Il se moque de moi, oui, il se moque de moi. Il me dit, formidable, on va célébrer ça, on va t'amener des oreilles de Syriens. Il m'amène des lobes d'oreilles de Syriens. Et là, et tout sérieux, c'est-à-dire les collègues, ses camarades amènent ça. Voilà, et en fin de compte, il me bisute parce que c'est du foie cru, voilà, du foie cru et de l'arak, hein, oui. Et que il veut juste savoir si j'ai de quoi tenir la vie de tous les jours. Alors, c'est là que vous racontez quand même l'arrivée d'Araxi, qui est votre grand-mère,
qui débarque un jour à Beyrouth et vous avez quand même, vous vous sentez proche de ce pays via... C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire du livre, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un pays, il me renvoie à ma propre histoire. Et ma grand-mère est arrivée via Alep à Beyrouth en 1926, je crois que c'était le mois de mai. Voilà, et je me dis que si ma grand-mère était restée à Beyrouth, j'aurais pu faire partie de ces chrétiens-là. C'est-à-dire que moi qui suis journaliste aujourd'hui et qui essaye de rendre compte de ce qui se passe au Liban, oui, j'aurais peut-être été milicien. Oui, mais sauf que vous dites quand même que, en tant qu'Arméniens, les Arméniens ont su garder une certaine j'aurais neutralité. été taxi, mais j'aurais été dans la guerre. Enfin, cela dit, j'ai vu aussi des Arméniens qui avaient rejoint les chrétiens. Mais en plus, j'aurais pu faire partie de cette guerre-là. Alors, on va pas rentrer dans les détails du livre pour laisser nos auditeurs l'acheter, le prendre et puis le lire parce que c'est vraiment, il y a des choses extraordinaires, il y a de l'humour, il y a des sentiments, il y a, c'est un livre qui se lit d'un seul trait. On n'a plus envie de s'arrêter. Et quand vous parlez de votre grand-mère, vous racontez comment à Alep, elle a été prise en esclave, en quelque sorte, et l'esclavage l'a libérée de la mort. Et vous dites, donc, l'esclavage, avant, c'était pire que quand elle était dans l'esclavage. C'est-à-dire que, en fin de compte, ma grand-mère, comme beaucoup d'Arméniens, a été déportée d'Erzurum jusqu'au désert de Der el-Zor. Et elle a été vendue à Mardin. C'est-à-dire que le convoi s'est arrêté à Mardin et il y a une princesse arabe qui voulait s'offrir de servantes, 2 esclaves, et il se trouve que elle a été vendue avec sa sœur à cette princesse-là, ou donnée d'ailleurs. Et donc elle a servi en Mésopotamie. Et effectivement, mais c'est toujours ce qui m'étonne dans ces histoires, c'est qu'elle a retrouvé la dignité dans l'esclavage, oui. Parce que sinon, elle était condamnée à mourir, à finir. Mardin, c'est quasiment l'avant-dernière étape avant la solution finale. Oui, l'esclavage qui peut paraître quelque chose d'horrible, pour elle, c'était retrouver à manger. On lui a enlevé les poux, on lui a coupé les cheveux, on l'a habillée, on lui a appris à cuisiner, voilà. Et puis, mais elle restait quand même une jeune fille de 10 ans. Achetée ou donnée à une jeune arabe. Mais... Alors, justement, elle n'est pas restée très longtemps là-bas, puisque les Arméniens sont venus chercher les orphelins, dont vous dites une expression extraordinaire, les orphelins du sabre. Donc, oui. C'est la première fois qu'on entend cette expression, mais qui détermine bien, qui définit bien... Tous les orphelins du même sabre, oui, bien sûr. Oui. Alors, après, elle travaille à l'hôtel Baron. Elle travaille à l'hôtel Baron, le fameux hôtel Baron, et elle est à l'orphelinat d'Alep. Et ça fait 30 ans que je veux aller à l'hôtel Baron et à l'orphelinat d'Alep, et j'y suis allé juste avant la guerre. Juste avant la guerre. Je sais pas si c'est et vous vous êtes dit là était ma grand-mère. J'ai cherché l'orphelinat, j'ai trouvé l'orphelinat, j'ai frappé à l'orphelinat, et il y avait des orphelins, toujours, qui étaient prêts à partir en colonie de vacances. Bon, j'étais en pleurs, bien sûr, parce que j'étais très ému. Voilà, je suis allé à l'hôtel Baron, et puis aujourd'hui, je malheureusement, quand je vois tout ce qui se passe en Syrie, je suis très peiné, quoi. Alors, il se passe des choses aussi au Liban quand vous êtes sur place. Alors, les miliciens chrétiens vont à la recherche des miliciens palestiniens. Vous arrivez dans un cimetière, et dans ce cimetière, à quelques pas les uns des autres, ils se tirent dessus, et ce jeune commandant qui fait le beau, finalement, avant même de déclencher la première balle, il y a 2-3 gars qui sont tués par les Palestiniens, donc côté chrétien. Mais voilà, vous vous dites, et là encore, c'est pour ça que je dis, il y a des expressions fantastiques dans votre livre. Vous dites, je ne m'imaginais pas mourir dans un cimetière. Ben oui, c'est le comble. Mais là, on en revient à la première intention du livre, c'est d'expliquer l'absurdité de toutes ces guerres, parce que on arrive dans ce cimetière, il y a 60 mètres peut-être ou 100 mètres qui nous séparent des Palestiniens, tout le monde se tire dessus dans la journée, et puis le soir, quand tout le monde est fatigué parce que chacun a compté ses morts, finalement, soit ils s'insultent,
et ils se traitent leur mère et ils traitent leur famille sur 3 générations. Soit c'est des jeunes et ils en ont marre, ils posent un peu les armes et ils disent est-ce qu'on peut allumer une cigarette, parce que si vous l'allumez, vous faites tirer dessus. Donc tout le monde est d'accord pour fumer. Et puis ils se demandent des nouvelles du quartier, ils se demandent des nouvelles du cinéma qui est de l'autre côté, ils se demandent des nouvelles de leur rue, d'un copain d'école. Voilà, ils font eux-mêmes une trêve et le lendemain ça reprend, quoi. Et j'ai souvent vu ça. J'ai vu par exemple au tout début de la guerre de Yougoslavie en Croatie. Je montais sur le front et il a fallu que je cours 200 mètres à découvert pour me jeter dans une tranchée. Et quand je me suis jeté dans cette tranchée, j'étais à 2 heures de Paris. Et c'était une tranchée comme dans la guerre de 14. Il y avait des types qui avaient 20 ans, qui avaient collé sur la terre des photos de filles nues. Et devant, il y avait des barbelés avec des boîtes de conserve pour faire, pour être alertés s'il y avait des jeunes d'en face qui arrivaient. Et les jeunes d'en face, c'était leurs copains d'école. Donc, il y a cette espèce d'absurdité qui est permanente qui me... Alors c'est vrai que le monde, depuis qu'il existe, il est toujours en pleine guerre. Clausewitz disait un jour qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité 260 ou 280 années de calme. Sinon, toute l'humanité a toujours été en guerre. Et là, justement, vous parlez de la situation actuelle, de la géopolitique, et finalement, vous dites, le monde est bipolaire, comme ils disent. Il y a nous et les autres. Oui. Là encore, c'est une de ces phrases qui en dit long sur, parce qu'il faut lire ce que vous avez dans la pensée quand vous lancez quelques phrases parfois très agréables, comme vous décrivez le monde d'aujourd'hui, parce qu'à chaque fois, au début d'un chapitre, vous faites un résumé de l'actualité de cette année-là. Et là, par exemple, vous dites, et Joe Dassin est parti siffler là-haut sur la colline. Donc, dans la difficulté que vous êtes en train de mettre en avant de ces souffrances et de ces guerres, de cette absurdité dont vous parlez, il y a toujours un brin d'humour que vous avancez. Oui, et puis parce que souvent aussi les jeunes qui sont, par exemple, les jeunes qui sont nés après la chute du mur ne connaissent pas ce monde-là. Donc j'essaye aussi de recontextualiser, quoi. Et puis parfois, vous allez, c'était le cas de la Yougoslavie, vous partez, vous entendez une chanson dans le taxi, en prenant l'aéroport, 2 heures après, vous êtes en plein conflit, vous entendez la même. Vous entendez le même tube, parce que ce sont les mêmes jeunes, la même jeunesse. Donc il y a tout un tas il y a tout un tas de choses qui traversent la guerre. La musique en est une. Alors, à chaque fois que vous êtes dans un pays un peu chaud, quand même, Paris, qui est la ville des Lumières, la ville des boîtes de nuit, la ville du charme et de l'amour, pour vous, Paris est fade, finalement. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Paris et j'aime bien évidemment retrouver ma famille, mais on a toujours envie d'être là où on n'est pas dans ce métier. On a toujours envie, c'est comme une accoutumance. À force de vivre l'histoire en direct, l'histoire qui se passe, on a toujours envie d'y être. Donc on a tendance, dès qu'on rentre, très souvent quand on rentre, on s'est déconnecté du reste de l'actualité. Donc on s'installe gentiment, on commence à refeuilleter les magazines, et dans un magazine, on voit autre chose qui se passe ailleurs, et on se dit, mince, je n'y suis pas, je n'y étais pas. Alors, rentrer et partir, pour vous, ce sont des mots simples, mais il faut bien s'imaginer la situation dans laquelle vous vous trouvez quand vous voulez partir, par exemple en Pologne, ou ailleurs, dans ce pays-là. Il faut, c'est la clandestinité. Vous êtes un vrai clandestin. Vous arrivez dans certains pays, vous êtes obligé de vous habiller comme un paysan local pour c'est-à-dire ne pas vous démarquer. Oui, il y a si vous voulez, en général, quand un gouvernement, un dictateur ou un régime déclenche une guerre, il la prévoit et il s'arrange pour qu'il n'y ait pas de témoins. Et il y a quand même dans le monde toujours 2, 3, 4 000 journalistes qui se disent moi je vais y aller quand même. Donc quelle est la filière? Comment passer en Afghanistan? C'est à pied. Au début du conflit polonais, l'astuce pour moi a consisté de me faire passer pour un éditeur qui voulait aller faire du business en Pologne. Alors, votre ambition là, c'est d'aller voir les Chevaliers, parce que vous voyez quand même quelque chose qui commence à Gdansk, justement, et vous approchez à 2 reprises les Chevaliers. D'abord, une fois, c'était trop rapide, vous avez à peine pu échanger 2 mots, et d'ailleurs, c'est là qu'il vous dit, vous avez l'impression qu'il va perdre.
Et il vous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que je le rencontre 2 fois. Une première fois au tout début de son combat, et puis ensuite, mais ça dure très très peu parce qu'il est très sollicité, que c'est compliqué de l'approcher, et puis ensuite je le rencontre quand donc il a un succès, il est prix Nobel, et ensuite Jaruzelski prend le pouvoir et il est en résidence surveillée. Et j'arrive à le recontacter, je rentre en Pologne, et j'arrive à le contacter clandestinement pendant qu'il fait C'est sa Bernard prière du matin. Kouchner qui vous donne... Bernard Kouchner qui me donne l'adresse de son médecin. Son médecin sait qu'il va prier tous les matins et que la milice reste à l'extérieur de l'église, donc elle m'introduit dans l'église et j'ai l'occasion de le revoir. La dernière fois, je l'avais vu juste le temps d'une cigarette et là, je le revois le temps d'une prière. Et quand même, c'est un homme qui est sous résidence surveillée. La Pologne est occupée militairement et je lui dis mais vous avez perdu quand même. Ça vous fait pas. Et il me dit non, je n'ai pas perdu parce que Jaruzelski joue aux dames et moi je joue aux échecs. Donc je ne peux pas perdre. Et effectivement, il finit président de la Pologne. Et puis il vous rappelle quand même cet athlète qui a fait l'Himalaya. Ça c'est la première fois. Première fois. Je lui demande s'il pense y arriver. Il me dit vous n'avez pas vu l'actualité. Alors comme on parle que de lui, je comprends pas. Et il me parle de Messner qui a monté l'Himalaya seul et sans oxygène. Alors il faut quand même être fou pour faire partie de ces combats. Je parle de Lech Walesa, donc approcher un personnage comme celui-ci, pour vous, c'est extraordinaire. Moi, j'ouvre une page, j'ouvre un journal, je rentre d'Afghanistan ou de Liban, j'ouvre une page, je vois cet électricien qui tout d'un coup, dans un pays où d'habitude on ne rentre pas, a fait la première grève du monde communiste dans un chantier naval. J'ai envie d'y aller. Et quand je débarque, il y a déjà... C'est quand même un mec qui a contribué, mais et comment à faire tomber le mur de Berlin. Oui, bien sûr, c'est là où ça commence. C'est là où ça commence. C'est la première brèche, on va dire. Et c'est là que vous allez boire du cognac arménien. Mais avant de le rencontrer. C'est ça. C'est la deuxième tentative. Première fois, je le vois. Deuxième tentative, j'essaye de revenir au début du coup d'État de Jaruzelski. Je traverse la frontière à pied. Encore une fois, c'est une habitude. J'arrive dans une ville et je vais à l'église et je demande au prêtre de me recueillir parce qu'on est tous, on est à deux, mais on est trempés, on est gelés. Et le prêtre, je pense que le prêtre va réussir à me faire monter jusqu'à Varsovie, je sais pas, dans un camion. Et le pauvre prêtre est terrorisé parce que tout le monde a peur. Il est persuadé que... Ils sont quand même la première cible, oui. Parce que l'église polonaise, à ce moment-là, il est persuadé était très qu'on a active. été repéré et il est partagé entre sa peur et sa foi chrétienne. Et c'est sa peur qui l'emporte. Il nous dit, il faut repartir. Je peux pas vous aider, c'est trop dangereux pour moi. Et on lui dit, laissez-nous au moins sécher nos vêtements et nous réchauffer. Et il me sort une bouteille de cognac Ararat d'Arménie. Donc j'y vois un signe, quoi. Alors vous participez aussi dans cet hôtel à un spectacle de striptease. Alors vous dites quelque chose d'extraordinaire par rapport à cette stripteaseuse, qu'elle enlève un vêtement et le plie soigneusement et le dépose sur une chaise. C'est la seule qui s'ennuie plus que moi. À minuit 5, le tour est joué, elle montre ses seins, reprend ses vêtements et le barman rallume la lumière. Bienvenue au pays des fonctionnaires. Ah oui, c'était la Pologne communiste et même les stripteaseuses étaient des fonctionnaires. Donc il y avait des striptease où vous venez dans les grands hôtels. Il y avait, je sais pas pourquoi, la tradition du striptease à minuit, mais c'était le striptease d'État. Alors il y avait partout dans tous les pays, vous avez une description en quelques mots de la situation aussi, les mentalités parfois, les visages aussi. Quand vous dites plus on passe vers l'est, plus les sourires se figent. C'est une caractéristique du monde soviétique que vous voyez. Mais à l'époque, c'était quand même un monde que certaines personnes ne s'en souviennent pas ou l'ont pas vécu, mais le monde était vraiment coupé en deux. C'est-à-dire que quand on passait vraiment de l'Occident au monde communiste, ça se voyait même dans les Lumières. C'est-à-dire que c'était un monde sans publicité, c'était un monde gris. Il y avait plein de choses intéressantes, mais c'était quand même un monde très 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 austère, quoi. Alors, il y a eu plusieurs autres voyages, on n'aura pas l'occasion de tous les visiter ensemble. Par contre, le Cambodge, parce qu'en tant qu'Arménien, d'ailleurs même dans le chapitre sur le Liban, quand vous parlez des Juifs du Liban, et là à un moment donné vous dites le combat des Palestiniens, on le comprend, mais la cause des les Juifs, puisqu'on a eu la même histoire, le même génocide, on est tiraillé entre deux causes. Et c'est vrai que ce que c'est qu'un génocide et on sait ce que c'est que d'être apatride. Donc, voilà. Alors là, pour le Cambodge, la même chose, parce que les Khmers rouges, quand même, ils font un truc
abominable. Alors le Cambodge, c'était très personnel puisque j'arrive au Cambodge 5 ans après le génocide. Et en fin de compte, je me suis toujours demandé comment pouvait être ma grand-mère 5 ans après le génocide ou juste après le génocide. Comment elle a pu avoir assez d'espoir pour créer la petite branche dont je suis né, quoi. Et quand j'arrive au Cambodge, qui est très fermé, très peu de gens vont au Cambodge, on me donne un guide qui s'appelle Nakri et qui est une jeune femme qui est anorexique, qui a survécu au génocide et qui n'a plus aucun espoir, quoi, qui est à part la fidélité au régime qui l'a sauvé. Et en fin de compte, je me retrouve en face de ma grand-mère, quoi. C'est-à-dire que je me retrouve en face de ma grand-mère, de quelqu'un qui a 20, 22 ans, 25 ans, et qui vient de vivre, qui doit recommencer sa vie, quoi. Et elle ne se nourrit plus, elle ne voit aucun espoir dans sa vie. Et j'essaye de lui expliquer que ma grand-mère était à sa place il y a 2 générations, et que moi aujourd'hui, il y a de l'espoir puisque moi aujourd'hui, je suis journaliste et que je viens témoigner de son génocide à elle. Et ça déclenche chez elle quelque chose de positif. Et symboliquement, elle accepte de manger avec moi et de se réalimenter. Donc c'est vraiment un effet miroir. C'est comme ça que j'ai appelé le chapitre d'un miroir à l'autre. Alors juste un mot sur les Khmers rouges. Ce qui est invraisemblable, c'est que l'un des frères à Montpellier préparait une thèse et mettait dans cette thèse toute sa théorie de comment se débarrasser. Oui, ils ont beaucoup des Khmers rouges. Il a eu une bonne note sur cette thèse. Khmers rouges ont étudié en France, à la Cité universitaire de Paris, certains à Montpellier. C'est-à-dire que c'était dans ces années où plein de gens des pays en voie de développement venaient étudier en France, développaient des théories et que celle-ci, en tous les cas, je pense que personne ne pouvait y croire, mais elle était expliquée avant que les Khmers rouges prennent le pouvoir. Et ça arrive à cette espèce de comme on l'a appelé, l'utopie meurtrière, où tout d'un coup, on décide que le Cambodge n'a besoin que de 5 ou 3 millions d'habitants, et qu'il y a un peuple nouveau et un peuple ancien, et que le peuple nouveau, c'est les révolutionnaires, et que le peuple ancien doit retourner dans les champs, cultiver le riz, et qu'on se met à assassiner tout ce qui peut être contre-révolutionnaire, c'est-à-dire tout ce qui porte lunettes, parce que c'est des intellectuels et que les intellectuels sont suspects. On abolit l'argent, on abolit les relations entre les parents et les enfants doivent dénoncer leurs parents, enfin ce que je crois personne n'a jamais programmé dans le monde. Hein. Alors, et c'est là que vous faites un pas, vous sautez du Cambodge vers les États-Unis, et on est dans les années 70 quand Khurken Yannikian fait le premier, ce geste de tuer, de programmer vraiment dans un scénario romanesque, l'assassinat de ces 2 représentants de l'État turc, le consul général et le vice-consul. Oui, c'est parce qu'au Cambodge, c'est un autogénocide. Et je me pose la question, comment peut-on revivre ensemble quand la moitié d'un peuple a assassiné l'autre? Et qu'est-ce que c'est que la vengeance? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de citations et d'écrivains qui trouvent que la vengeance, c'est quelque chose qu'il faut éviter, qui est un sentiment qui n'est pas à défendre. Et simplement, très peu d'entre eux ont connu, soit comme Nakri ou soit comme Araxi ou comme Krikor, des vrais crimes impunis, quoi. Et donc, je fais un saut dans le temps pour expliquer cette histoire incroyable, comment Yannikian, finalement, a eu l'occasion de se venger à la sortie du génocide et que, d'après ce qu'il en a dit, il a préféré vivre d'abord et se venger plus tard, pour ne pas être privé en plus de vivre. Alors, vous faites toujours ce lien entre les Cambodgiens dans ce chapitre, mais aussi les Juifs et les Arméniens. Et quand vous parliez des Arméniens et de leur relation avec Dieu, pourquoi Dieu les a délaissés dans les premiers chapitres, vous dites finalement, j'ai la preuve qu'il y a un seul Dieu, c'est celui-même qui a tourné son regard ou regardé ailleurs à chaque fois qu'il y avait un génocide. Oui, à chaque fois que, et c'est pas le même, c'est pas le même au Cambodge, c'est pas le même en Arménie, c'est pas le même en Israël.
Mais à chaque fois, effectivement, je pense que tous les gens qui sont dans les convois et dans les déportations et tous les gens qui sont dans cette terreur doivent espérer un petit geste. Alors Pascal Manoukian, le diable au creux de la main chez Don Quichotte. Évidemment, on aurait pu prendre encore une heure pour parler de Sarajevo, pour parler des Boat People, pour parler et encore de votre relation avec le Kurdistan. Et évidemment, votre rencontre avec ce chef militaire du Kurdistan. Vous faites allusion dans le livre du Nakhichevan quand vous parlez des conflits ossetiques à la part Nakhichevan, alors que plus personne ne parle aujourd'hui du Nakhichevan, donc vous faites ce rappel-là. C'est un livre que j'invite nos auditeurs à acheter et à lire, sachant aussi que le 30 novembre, Pascal Manoukian sera à la braderie de Chênes pour signer pour vous ce livre à 15h, donc le 30 novembre, et au Salon du Livre d'Alfortville le 14 décembre, là encore à 15h. Vous êtes quand même, et je voudrais terminer avec ça, par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui, vous pensez que j'avais envie de vous poser la question sur la Syrie. Est-ce que aujourd'hui encore, vous avez envie, à 60 ans, de prendre l'avion et partir faire des reportages, ou c'est fini pour vous? Et si c'est fini, pourquoi? Moi, ça s'est fini, je l'explique dans un chapitre à Sarajevo, parce que j'ai survécu à un jeune adolescent de 16 ans qui est mort devant ma caméra, et j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là. Alors, je n'ai pas de regrets dans mon métier, ni de frustration, parce que j'ai fait vraiment ce que je voulais faire. C'est vrai qu'il y a des conflits de temps en temps où tout d'un coup, on va dire, j'aimerais bien pouvoir couvrir. Ça a été le cas pour la Tchétchénie, et c'est le cas pour la Syrie, parce que vraiment j'avais beaucoup d'amis dans ce pays, et je trouve que ce qui s'y passe est atroce. Merci Pascal Manoukian d'avoir été l'invité d'Art et Regard d'IPFM. Et donc rendez-vous à la braderie de Chênes et au Salon du Livre d'Alfortville, 30 novembre pour le premier, 14 décembre pour le second, et nous aurons l'occasion de reparler de ce livre sur IPFM. Merci de m'avoir accueilli.